En français, c'est simple, on a un mot. Jeu. Ça couvre tout. Mais en anglais, on se heurte à un mur. Il y a play et il y a game. Mhm. Et pour un francophone qui s'intéresse un peu au sujet, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On se dit, bon, play c'est l'action et game c'est l'objet. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est une excellente question de départ, et non, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Pour explorer ça, on va s'appuyer sur un article de recherche passionnant de Julien Alvarez. D'accord. Il a été publié dans la revue Études de communication, et son but, c'est justement de déconstruire cette opposition un peu trop facile entre play et game. Notre mission, donc, c'est de plonger dans toutes ces nuances. On va voir comment ces mots s'entrecroisent, se répondent, et comment, en français, on essaye de s'en sortir avec tout ça. Exactement. L'idée, c'est d'arriver à la fin avec une sorte de guide pour ne plus tomber dans les pièges. On va voir que derrière la traduction, il y a des façons de penser le jeu qui sont très différentes. Alors commençons par le début, la base. La distinction qu'on apprend tous et que des penseurs comme Jacques Henriot ou Brice Roy ont théorisé, Oui, d'un côté, game, c'est le cadre, l'objet, l'artefact. Le Monopoly, la boîte, c'est un game. c'est ça, Et play, c'est l'activité. l'action. Le fait de lancer les dés, de bouger son pion, L'exemple parfait, c'est la phrase « to play a game ». jouer à un jeu. Voilà. La structure de la phrase semble confirmer cette séparation. D'un côté l'action, to play, de l'autre l'objet, a game. Ça semble clair, net, sans bavure. Oui, mais déjà, ce mot artefact, il faut peut-être qu'on s'arrête dessus une seconde. On imagine tout de suite le plateau en carton, les pions, le matériel, quoi. Oui, mais la notion est plus large. L'article le montre bien. Un artefact, ça peut être complètement immatériel. Ah oui, Une devinette, par exemple. C'est un jeu, mais il n'y a aucun support physique. C'est un artefact purement linguistique. d'accord. Ça peut aussi être symbolique. Si on joue aux dames avec des cailloux, ces cailloux deviennent un artefact de jeu, le temps de la partie. Et aujourd'hui, ça se complique encore plus avec les jeux hybrides. Je pense au Monopoly, les nouvelles versions avec une application sur tablette qui gère la banque. Exactement. Là, l'artefact est à la fois matériel, le plateau, et immatériel, le logiciel. La frontière devient très, très poreuse. C'est une notion flexible, en fait. Tout à fait. Mais même avec ça en tête, cette belle dichotomie entre l'action, play, et l'objet, game, eh bien, elle ne tient pas la route très longtemps. Et c'est là que ça devient intéressant. La première fissure dans le mur, c'est le verbe to game. Hmm, Si game n'était qu'un objet, un nom, il ne pourrait pas y avoir de verbe. Or, on entend de plus en plus, surtout dans le jeu vidéo, la question « do you game ?» pour dire « tu joues au jeu vidéo ». D'un coup, l'objet est devenu une action. Et ce n'est même pas son seul sens. On a aussi l'expression « to game system ». Ça va dire manipuler un système, en exploiter les failles. On n'est plus du tout dans le simple fait de jouer là. Non, on est dans une action qui est stratégique, presque subversive. Le game n'est plus un cadre passif, il devient une manière d'agir sur le monde. Ça change tout. Et l'effet miroir est tout aussi parlant. Si game peut être une action, alors play peut être un nom. Absolument. On pense que play, c'est juste le verbe jouer. Oui, l'activité. Mais non, l'historien Johan Huizinga, qui est une référence absolue, le rappelle. En anglais, a play, c'est une pièce de théâtre. Ah mais oui, bien sûr. C'est une œuvre, Hmm. une structure, un objet culturel. On peut aussi parler du play of a movie pour sa diffusion. Donc play n'est pas seulement l'acte de jouer, ça peut aussi être le cadre dans lequel une performance a lieu. D'accord, la distinction de départ est déjà complètement floue. On est parti d'une autoroute et on se retrouve sur un chemin de campagne. C'est une bonne image. Et cette complexité, on la retrouve sur d'autres aspects. Par exemple, les règles du jeu. Alors là, oui. La traduction évidente, c'est « the rules of the game C'est correct, on le voit partout. ». Mais ce n'est pas la seule façon de le dire. L'article montre qu'on peut trouver « game instructions ». Bon, ça se rapproche de notre notice, mais le plus surprenant, c'est que dans de vieux manuels, on peut lire juste « de play », voire « play », pour désigner les règles. Comment c'est possible? C'est là qu'on touche à une autre nuance. Utiliser the play ou poser la question how to play, ça ne renvoie pas toujours qu'aux règles brutes, à la mécanique. Ça veut dire quoi alors? Ça peut aussi englober l'attitude, la posture du joueur, l'esprit dans lequel il faut aborder le jeu. Attends, c'est un peu comme en français en fait. Comment ça? Si je demande « Comment on joue au poker ?» ma question peut avoir deux sens. Soit je demande les règles, quelles sont les combinaisons,
Soit je connais déjà les règles et je demande des conseils stratégiques, comment bluffer, quand se coucher. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement ça. Et ça nous amène à une nouvelle dichotomie. Ce n'est plus objet contre action, c'est au sein même de l'activité. D'un côté, comment interagir avec l'artefact, le game, et de l'autre, comment se comporter en tant que joueur, le play. Cet état d'esprit, on le retrouve bien avec les adjectifs qui en découlent, non? Playful, par exemple, je connais. Oui, On le traduirait par enjoué, espiègle, ludique. C'est une ambiance légère, amusante. Mais je ne connaissais pas son équivalent pour game. qui est gameful. C'est un adjectif beaucoup plus rare, c'est vrai, mais il existe. Et il ne veut pas du tout dire la même chose. C'est-à-dire... Être gameful, c'est avoir le goût du défi, aimer la compétition, chercher à surmonter des obstacles pour atteindre un but précis. Donc, d'un côté, on aurait l'amusement pour l'amusement, et de l'autre, le plaisir de relever un défi. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu artificiel? Dans la vraie vie, quand on joue, ces deux aspects sont toujours mélangés, non? C'est une très bonne remarque. Dans la pratique, c'est un spectre. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette distinction théorique, elle recoupe parfaitement deux concepts du sociologue français Roger Caillot. Ah oui, la païdia et le ludus. Ah, exactement. Ça me rappelle des souvenirs. La païdia, c'est le jeu libre, le plaisir pur de l'improvisation, et le ludus, c'est le jeu avec des règles, des contraintes. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. La païdia, que Caillos décrit comme une puissance primaire d'improvisation et d'allégresse, ça correspond parfaitement à l'esprit playful. L'exemple type, c'est le bébé qui rit avec son hochet. Pas de but, pas de règles, juste du plaisir. D'accord. Et donc le ludus? C'est le goût de la difficulté surmontée, le plaisir de se plier à des règles pour atteindre un objectif, les échecs, les mots croisés. C'est du ludus. Et ça, c'est l'esprit gameful. C'est une grille de lecture géniale. Ça veut dire que derrière deux petits mots anglais se cachent en fait deux philosophies du jeu. Et j'imagine que pour la traduction, c'est un cauchemar. C'est un point central de l'article, oui. Il y a des pièges partout. Il donne un exemple frappant avec une citation de Huizinga. La traduction française dit « La plus légère dérogation à cet ordre gâte le jeu Bon, le mot jeu ici est ambigu. On parle de quoi? De l'activité? De l'ambiance? De la boîte? ». On ne sait pas trop, c'est flou, mais si on retourne à la version originale en anglais, tout s'éclaire. Huizinga a écrit « The least deviation from it spoils the game Ah! C'est le game qui est gâté. ». Oui, Mais ça veut dire quoi, gâter le game? Ça n'a pas de sens de gâcher un objet, un plateau. et c'est là qu'on découvre une autre facette de game. Dans ce contexte, game, ce n'est pas l'artefact. Ça veut dire la partie, le match. Comme quand on dit hockey game pour un match de hockey. D'accord. Le game, ici, c'est un événement, un cadre temporel qui a un début et une fin. Donc, spoils the game veut dire gâcher la partie. C'est beaucoup plus clair. Le game serait une sorte de macro-activité qui contient plein de micro-activités de play. C'est une excellente façon de le voir. Le match et le game et les actions des joueurs sont le play à l'intérieur. Et pour boucler la boucle, l'article fait un lien amusant. Dans le même texte, Huizinga écrit pour dire que la partie est finie « Play is over Attends, play is over. Ça fait tout de suite mon CA. ». Game over. Bien sûr. C'est incroyable de voir que play et game peuvent être utilisés quasiment comme des synonymes pour dire la même chose, la fin de la partie. Ça montre à quel point les frontières sont mouvantes. Et cette fusion des deux concepts, on la retrouve dans un mot que tout le monde utilise aujourd'hui. Tu penses à gameplay? Évidemment. Ce mot valise qu'on entend partout et qui semble justement vouloir réconcilier game et play. Mais au fond, d'où ça vient? Je l'utilise tout le temps, mais le définir précisément, c'est une autre histoire. Alors, l'article retrace une hypothèse. Ça viendrait des bornes d'arcade des années 70. Dans les notices techniques, pour expliquer le fonctionnement, il y avait la question « How the game plays ». Comment le jeu se joue? C'est une traduction un peu maladroite, mais on voit l'idée. On y retrouve bien le game, le dispositif, et plays, l'action. D'accord. Mais le sens a dû pas mal évoluer depuis. Oui et non. L'analyse des manuels de l'époque est fascinante. Elle montre que le terme gameplay, parfois en deux mots, était déjà polysémique. Il avait au moins 4 sens différents. 4 sens? Lesquels? Premièrement, ça pouvait désigner la partie elle-même. Un manuel dit que le son fonctionne during gameplay, donc pendant la partie. D'accord. Deuxièmement, ça pouvait être l'ensemble des règles et des commandes. Troisièmement, le fonctionnement interne de la machine, le processeur qui controls the gameplay.
Et enfin, le dispositif de jeu dans son ensemble, la machine elle-même. C'est fou, mais ce qui me frappe, c'est que ces 4 sens sont tous très techniques, très centrés sur la machine, sur l'artefact. On est loin du ressenti du joueur. C'est le point crucial. À l'origine, le gameplay est beaucoup plus du côté du game que du play. Il décrit les mécanismes de l'objet, son fonctionnement, ses règles, bien plus que l'expérience subjective de la personne qui joue. Et c'est ça qui rend sa traduction en français si compliquée. On y arrive. Le fameux mot jouabilité, c'est un cauchemar ce mot. J'ai toujours cru que c'était la traduction directe de gameplay. Et c'est un véritable sac de nœuds. D'une part, jouabilité sert aussi à traduire un autre mot anglais, playability, Qui n'a rien à voir. qui renvoie plutôt à l'ergonomie, la facilité de prise en main. Donc, déjà, première confusion. Et il y en a une deuxième, une confusion purement francophone cette fois. Exactement. Le penseur Jacques Henriot a utilisé le mot jouabilité pour un concept bien à lui, le potentiel ludique d'un objet. Il parle du coefficient de jouabilité d'un bâton de bois, par exemple, c'est-à-dire toutes les manières possibles de jouer avec ce bâton. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le gameplay d'un jeu vidéo. Rien du tout. Et on se retrouve avec le même mot jouabilité qui peut désigner 3 concepts complètement différents. C'est vertigineux. On est parti d'une distinction binaire, toute simple, et on termine dans un brouillard sémantique total, où les mots s'échangent, fusionnent, et leur sens dépend de tout, du contexte, de la forme, de celui qui parle. C'est un bon résumé du voyage. Si on devait garder quelques points de repère, le premier serait cette distinction entre l'esprit playful, lié à la paidia, et l'esprit gameful, lié au ludus. D'accord, l'amusement libre contre le défi structuré. Il y a aussi la nature multiple de game, qui est à la fois l'artefact, mais aussi le match, la partie. On peut aussi retenir l'origine très technique, très mécanique du mot gameplay. Il est bien plus ancré dans l'objet que dans l'expérience. Et puis, il faut être conscient de ce cas unique et intraduisible en français. Ah oui, endgame, un concept français qui n'a pas d'équivalent. Oui, un concept de Jacques Henriot, encore un. Le jouant. Ce n'est ni le game, ni le play. C'est la conscience qu'a le joueur de sa propre posture de jeu. C'est le fait d'être à la fois acteur et spectateur de soi-même en train de jouer. Le poker face, par exemple. C'est l'exemple parfait. On joue au poker tout en jouant un rôle pour les autres. On contrôle l'image qu'on projette. Ce niveau de métaconscience, les termes anglais ne le capturent pas aussi précisément. C'est fascinant de voir comment chaque langue sculpte une vision du monde qui lui est propre. Absolument. D'ailleurs, l'article de Julien Alvarez se termine sur une note très honnête. Il reconnaît que son analyse se base sur un corpus d'une 50aine de textes. C'est limité. Et il ouvre une perspective de recherche bien plus vaste. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour la route. C'est ça. L'article suggère de passer à une analyse lexicométrique à très grande échelle. Alors, imaginons, si on analysait des millions de textes, des manuels, des articles, des forums en ligne sur les 75 dernières années, quelles autres évolutions, quelles autres significations cachées de play et game pourrait-on découvrir ? Et surtout, qu'est-ce que cette évolution nous dirait de notre propre rapport au loisir, à la compétition et à la technologie,